Mais à partir de Sophie, ça porte sur votre présentation et il y a deux questions qui portent un peu sur l'épuisement ou la rareté des ressources. Et D'accord. une question, c'est est-ce qu'il y a un risque d'épuisement des ressources et notamment des métaux, des matériaux rares ou des métaux rares? Mhm. Est-ce que c'est à court terme? Quelles sont les échéances? Et l'autre question qui fait le lien avec cet épuisement, c'est à quel moment, euh, comment est-ce que la rareté des ressources pourrait freiner le développement du secteur numérique? Oui, voilà, merci. Donc, concernant les ressources, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle ressources et réserves. Quand on parle avec les géologues, les ressources sont relativement abondantes. Les réserves, par contre, on peut avoir une idée, parce que là, c'est une cartographie un petit peu des exploitations en cours. Les exploitations en cours, et ça dépend évidemment des matériaux. Il y en a certains où on imagine, s'il n'y a pas de nouvelles exploitations, s'il n'y a pas de nouvelles explorations pour ouvrir de nouvelles mines, il y en a certains où on voit que la réserve est à 15 ans, d'autres matériaux à 50 ans, d'autres à 80 ans, en gardant évidemment un schéma d'exploitation qui aurait une tendance similaire aux années écoulées, aux années passées. Donc, les géologues s'accordent à le dire que on n'a pas de limitation imminente des réserves pour la plupart des matériaux. Le problème se situe plus dans la quantité d'énergie nécessaire, qui est de plus en plus importante, et la profitabilité donc de ces mines qui est en train de réduire. Et donc, si on pense fermeture de mines, ou si on pense de limiter le nombre d'exploitations ou d'exploration pour par la suite ouvrir une exploitation, on risque d'être face non pas donc à une limitation des ressources, mais une limitation des réserves, et donc d'avoir effectivement une contrainte qui va s'appliquer à l'industrie d'un accès aux matériaux qui va être insuffisant. Et c'est ce qu'on peut voir déjà pour le moment. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi l'actualité, mais par exemple, il y a eu un arrêt de la chaîne de fabrication des voitures Audi parce qu'il n'y avait plus assez de circuits intégrés, parce que voilà, il y avait une rupture de stock. Donc il y a une pression, et ça on l'a vu à plusieurs endroits, à différents moments, pour différents applicatifs. Donc oui, on risque d'avoir un ralentissement de l'économie et de la production des circuits intégrés par cette pression toujours de plus en plus forte sur les mines existantes, quoi. Et donc pour les terres rares ou pour les matériaux rares, euh, je dirais que c'est une définition, on va dire, terre rare, c'est que la concentration est relativement faible, mais les matériaux sont beaucoup plus distribués. Euh, et donc, ils sont déjà associés à une quantité d'énergie d'extraction relativement élevée par rapport à d'autres matériaux comme le fer voilà, ou d'autres, ou le silicium. Donc, la problématique, je dirais, est tout à fait similaire, mais pas plus particulière que pour les autres matériaux. Donc, et il faut savoir que pour ouvrir, par exemple, une mine, quand on a fait une exploration, il faut compter à peu près 10 à 15 ans avant de sortir les premiers matériaux. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de pays en Europe, vu le problème de résilience qu'on a par rapport aux matières premières, sont en train de réfléchir à réouvrir ou à faire de l'exploration pour ouvrir des mines, sachant que le résultat de ces exploitations ne sera effectif que dans une dizaine d'années. Donc, ouais, pression élevée sur les matériaux. Ok. Merci beaucoup. Vous avez aussi parlé du recyclage et le nombre d'éléments limités qui peut être recyclé et comment l'or pourrait aussi jouer un rôle là-dessus. Et puis, il y a quelqu'un qui pose la question si ça ferait du sens de favoriser encore plus l'utilisation de l'or dans la conception des outils électroniques pour inciter ensuite les recycleurs. OK. On voit le problème là un peu à l'envers. Why not? Mais je pense que le levier le plus intéressant serait quand même qu'il y ait au niveau des pays dits développés, fortement industrialisés, ben, qu'on paye un peu le vrai coût de nos usages, le vrai coût du luxe ou de la fantaisie dans laquelle on a envie tous de vivre.
Je pense que ça, ce serait la manière la plus directe, la plus juste, la plus rééquilibrée. C'est-à-dire que si on payerait bien plus cher la matière première, je suis certain que, parce que c'est une question de rentabilité économique, hein, le fait qu'on ne recycle pas plus. Donc il y a cette limitation technique. Et quand je parlais de l'or, c'était vraiment pour mettre en lumière que l'or paye le recyclage de 4 ou 5 éléments pour le moment, mais ce qui payerait l'ensemble des 17 qui sont techniquement exploitables, c'est une matière première qui serait bien plus chère, quoi. Je pense que la solution est plutôt là, rétablir un peu une justice dans la répartition de la richesse. OK, parfait. Donc, pour l'audience, je propose qu'on entre un peu dans la phase, disons, de discussion. Donc, vous pouvez aussi poster dans le Q&A des questions plus larges ou plus générales. Et puis, j'essaye de distribuer à travers les différents orateurs. Pour le moment, ici, il y a encore Grégory Dôme qui a posé des questions sur la backbone transatlantique. À la fois suite à la présentation de M. Raskin que la présentation de M. Flippo. Et donc, sa question est, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'on touche aux limites techniques vis-à-vis le backbone? Donc, je ne sais pas si c'est plutôt M. Raskin ou M. Flippo qui peut réagir. Je vais laisser. Non, moi j'ai pas d'éléments vraiment là-dessus. Je peux pas, j'ai pas de réponse, non. Tout ce que je sais, c'est que sur les fibres optiques, entre la fibre optique qu'on utilise câblée dans les maisons et les limites maximum de fibre optique, enfin, il y a un écart qui est très très important. C'est les fibres optiques expérimentales permettent de transporter des quantités bien plus importantes de données. Mais mais je ne sais pas quel est le coût, quelle est la faisabilité, etc. Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut encore réagir. Autrement, Monsieur Flippo, il y a encore des questions qui portent sur votre présentation. Euh, une question de Monsieur Jean-Louis Pont qui demande si une mutualisation des outils numériques pourrait être une solution à la sobriété. Eh bien, ça dépend, hein. Donc, ça rejoint un petit peu la première présentation qui a évoqué justement à l'Internet, le rôle distribué d'Internet. Enfin, aujourd'hui, il y a tout un débat sur le data center de proximité, le edge, ou le data center à mutualisation extrême, c'est le hyperscale. Et en fait, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de réponse standardisée parce que dans certains cas, la mutualisation est intéressante. Dans d'autres cas, la distribution est intéressante. Et dans tous les cas, si la mutualisation ne sert que l'efficacité et pas la sobriété, ça ne résout pas le problème. Et aujourd'hui, s'il y a mutualisation, c'est plutôt pour de l'efficacité que pour de la sobriété. Ou s'il y a distribution, c'est plutôt pour de l'efficacité que pour de la sobriété. C'est-à-dire qu'il s'agit d'économiser quand même de l'argent pour le réinvestir ailleurs et augmenter disons la production et la consommation, pour le dire assez simplement. OK, pour continuer sur la sobriété, il y a encore une question qui vient d'arriver sur un certain loi sur la sobriété numérique qui est en préparation en France et donc la dame demande un peu plus d'informations là-dessus. Donc je m'imagine que c'est aussi plutôt Monsieur Flippo. Oui, alors j'ai pas relu la loi là tout de suite, mais elle est un peu plus intéressante que la feuille de route du gouvernement actuel sur le numérique et l'écologie, qui tournait beaucoup sur le recyclage et l'économie circulaire et pas tellement sur la sobriété de fait. Il y a un certain nombre de provisions, hein. C'est une loi qui a été initiée par le Sénat
qui sont intéressantes, mais c'est pas encore, le processus n'est pas encore terminé, c'est-à-dire que la loi n'est pas promulguée, enfin, le circuit législatif n'est pas terminé, hein. Donc, faut attendre de voir la fin, quoi. Mais effectivement, il y a une discussion suite à un rapport d'information fait par le Sénat. Il y a effectivement une proposition de loi. OK, merci. Je vois encore une question pour monsieur, je crois, monsieur Raskin. Si vous avez un avis sur le projet Fairphone. J'ai un avis assez positif, hein. D'ailleurs, un Fairphone, moi, ici. Ah, bah, voilà, nous sommes des amateurs de Fairphone, très bien. Non, moi, je trouve que c'est une logique, en tout cas, du design, hein, où il est prévu de pouvoir allonger le temps de vie. Par exemple, voilà, celui que j'ai ici, il a 4 ans. Et on peut je dirais, faire des upgrades, on peut renouveler un certain nombre des composants. Il y a une information qui est assez transparente sur le traçage. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, hein, sur le traçage des matériaux, du lieu de fabrication des différents circuits intégrés. Donc oui, je pense que philosophiquement, c'est ce qu'on appelle une intégration un peu modulaire. Comme je vous disais, il y a aujourd'hui des difficultés même techniques de pouvoir recycler. Il y a peu d'incitants vu le bas coût des matières premières. Donc la meilleure chose qu'on a à faire, c'est essayer de reprendre. Il y a eu d'autres projets comme Puzzle Phone ou quoi qui essayent d'imaginer des fonctions de base pour un objet électronique et à la fin de la première vie, de désassembler, si vous voulez, de manière assez aisée. Ici, il y a, je ne sais plus moi, une dizaine de dispositifs et ils sont vissés. Donc, on peut les dévisser facilement et on peut étendre ça même à d'autres objets électroniques. Et donc, ce qui permet de démonter et de conserver ces ces circuits électroniques tout à fait fonctionnels et de réutiliser dans d'autres applicatifs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'électronique modulaire. Donc voilà, oui, je trouve que c'est un beau défi là qu'ils ont pu réaliser. Ils ont une firme européenne, firme hollandaise, qui font du bon job, font du bon travail, effectivement. Il serait un exemple à suivre en tout cas. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore réagir ou contribuer à une autre partie de la réponse? Non? OK. Il y a encore aussi des questions un peu sur le Green IT et je ne sais pas si c'est pas vraiment lié, mais aussi le mouvement de logiciels open source. Je ne sais pas si vous voyez aussi les questions, j'ai un peu mal à gérer à ce moment. Mais est-ce que les activités, les mouvements de l'open source, est-ce qu'ils auront une influence dans cette évolution dans le numérique? Je ne sais pas quel orateur est plus... Mais c'est important, cette tendance, cette Oui, oui. tendance vraiment open est intéressante. Donc, on parle open source pour les softs, mais aussi pour le hardware, de plus en plus. Donc, il y a les Fab Labs, hein, qui est un peu un mouvement mondial d'ouverture du hardware, du partage de plans de différents objets, de donner des pistes de réparabilité, etc. Donc, je pense que l'aspect open va être un élément important, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de liens entre eux, et ça a été cité par Olivier au départ, hein, où l'établissement d'un logiciel se base aussi sur la puissance existence du hardware, quoi. Et donc, il y a un lien toujours très fort, et il y a de l'hardware qui se rend obsolète parce qu'on vient y mettre des logiciels qui sont extrêmement consommateurs en calcul. Donc, le lien software-hardware est très fort, et l'open est une des voies pour essayer de donner un peu plus de transparence, pour essayer que cette barrière finalement à l'entrée que la technologie met généralement entre l'utilisateur et le producteur, que cette barrière soit réduite. Alors, ce n'est pas un leurre non plus, hein. Il faut se dire quand même que l'open, il faut quand même que derrière, il y ait des gens qui ont l'expertise pour pouvoir rentrer dans ces logiciels, pour pouvoir rentrer dans ce hardware et de pouvoir en prendre un peu plus possession. Donc ça réduit les barrières, mais c'est pas une baguette magique, quoi. Mais c'est une voie à suivre, bien sûr. Ouais.
Olivier, aurais-tu quelque chose à apporter aussi sur cet aspect de logiciel open source et le lien peut-être avec le hardware ou la consommation énergétique? Mais donc, l'aspect open source, en tout cas le fait d'avoir accès à du code qui correspond à une application, permet d'en faire une étude très approfondie qu'on arrive plus difficilement à faire avec une application qui arrive toute faite et en général déjà prête à être exécutée sur une plateforme. Donc effectivement, ça permet d'avoir un sujet d'étude qui permettrait certainement des avancées qu'on ne peut pas avoir autrement ou plus difficilement, et de nouveau en consommant beaucoup plus d'énergie pour y arriver. Donc, je pense aussi que c'est certainement une voie, mais voilà, il y a une lutte contre l'open source qui existe aussi de la part de l'industrie, et donc c'est un domaine compliqué, mais je pense que c'est une voie, effectivement. Je vois encore une question qui porte sur des impacts environnementaux parce que là, il y a quelqu'un qui remarque qu'on parle beaucoup de la consommation énergétique, les matériaux, la consommation, les émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce que vous avez aussi un vue sur la consommation d'eau, en eau? Il y a des études que l'on mène maintenant, effectivement, dans la production des circuits intégrés, comme je parlais là, dans ma présentation, d'élargir un peu les indicateurs. L'eau en fait partie. Et on a publié dernièrement, lors d'une conférence aux États-Unis, un rapport sur les nouvelles technologies, donc les nœuds les plus avancés, dans une collaboration avec IMEC, le centre de recherche à Leuven, pour essayer effectivement de quantifier cette quantité d'eau. Et donc, on essaye d'introduire ces indicateurs maintenant dans des logiciels de design, que le designer fasse des choix, non pas uniquement sur, comme je le disais, des indicateurs de performance, mais aussi des indicateurs sur l'utilisation de certains matériaux toxiques, de matériaux critiques. C'est des indicateurs qu'on a ajoutés, l'eau et le CO2 équivalent. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye d'introduire. Mais il faut créer des bases de données, donc c'est un travail colossal. Et le professeur Mike Ashby que je mentionnais, il a créé une société qui ont développé un logiciel qui finalement, dans ce logiciel, qui traite vraiment de la gestion des matériaux, on essaye d'accéder à des données pour quantifier tous ces indicateurs dont je parle. Donc voilà, c'est un travail colossal qui est en cours, mais c'est la voie à suivre, quoi. L'ingénieur, généralement, quand on parle avec des ingénieurs du domaine même de la microélectronique, nous disent tous, on veut faire autrement. On rêve demain de pouvoir tenir compte d'indicateurs autres que ceux qu'on tient compte aujourd'hui. Ils ne sont pas à l'aise avec leur production qu'ils savent très polluante. Ils voudraient faire autrement, mais quand vous vous retrouvez derrière votre écran et que vous devez faire du design, vous utilisez les outils qui sont disponibles. Donc je pense que les universitaires ont un travail à faire aussi à développer des outils de design qui vont inclure un peu tous ces nouveaux indicateurs. Et c'est le logiciel dont je parle, c'est Granta. Ceux qui veulent aller voir, Granta, c'est un logiciel qui essaye justement de dépasser la limite technique pour aller mettre des informations environnementales, sociales même, et aussi législatives. Ok, merci. Donc, si vous voyez, Monsieur Raskin, Markovic et Filippo, encore des questions auxquelles vous voulez répondre, n'hésitez pas. Entre-temps, moi, j'ai encore vu une question qui porte sur des conditions de travail. Donc, je crois que c'était Monsieur Raskin qui a évoqué les conditions d'emploi dans le recyclage ou le traitement de déchets électroniques. Ouais. Est-ce que vous avez aussi un vue sur les conditions d'emploi ou dans la production des processeurs et ainsi de suite? Donc au niveau des conditions de travail dans les usines de fabrication, on a eu plusieurs reportages qui montraient les conditions un peu abrutissantes dans ces salles de fabrication microélectroniques. Malheureusement, c'était principalement à Taïwan. C'est une réalité, donc c'est un travail qui est pénible. Donc là, on ne parle pas de la mine, hein. On ne parle pas de l'extraction des minerais, on parle de la fabrication dans ces chambres propres, donc les conditions sont assez pénibles. Donc,
c'est une des raisons, je dirais, ces conditions de travail assez compliquées, qui a aussi un déplacement de cette industrie lourde dans des pays tiers, comme principalement Taïwan, Singapour, la Chine, comme je le citais. Et donc, au-delà de l'aspect social, il faut savoir aussi que l'aspect polluant est très important. Et juste pour donner un exemple, quand on fait des dépôts de matériaux, quand je montrais cette tranche ici de silicium, quand on fait le dépôt du matériau dans une chambre de dépôt, il y a à peu près, ça dépend évidemment des procédés utilisés, mais uniquement peut-être 10 à 20% du matériau utile qui est vraiment déposé sur la plaque. Le reste du matériau est déposé dans la chambre de dépôt. Et il faut savoir que encore très, très, très peu. Donc vous imaginez, on dit que le matériau, c'est une ressource importante. Et quand on regarde la fabrication, à chacune des étapes, on a une perte d'à peu près, de nouveau, ça dépend du procédé, mais on va dire de 80% de la matière première utilisée dans les cloches de dépôt. Ce n'est seulement que maintenant qu'un certain nombre d'industries se disent on va quand même essayer un petit peu de récupérer ces matériaux pour les recycler, quoi. De nouveau, parce que le coût de la matière première est tellement peu cher que c'est une charge trop importante pour les équipes de récupérer les matériaux dans les dépôts. Donc voilà, les conditions, on va dire, sociales, mais aussi les conditions environnementales de la microélectronique n'ont pas toujours été, et n'est toujours malheureusement pas le souci principal. Ok, merci. Il y a encore une question de Nicolas Mine qui demande que si vous pensez que la relocalisation de la production d'énergie a du sens et peut amener à une sobriété. Localisation de l'énergie, ben oui, ça a du sens, évidemment. Après, comme je l'ai mentionné moi dans mon exposé, je n'aime pas trop dire des énergies renouvelables parce qu'elles ont un coût. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de le présenter, mais un coût en termes de ressources qui est assez important. Donc un investissement sur l'éolien, sur le solaire, et un investissement de départ qui est loin d'être négligeable. Donc oui, ces énergies, évidemment, on doit les amplifier, mais il ne faut pas se leurrer, il y a un coût d'investissement en termes d'utilisation de matériaux qui est très important. Et quand on parle des matériaux, ce n'est pas uniquement les terres rares, c'est aussi même que l'acier et le béton. Il y a des études qui le montrent, si on veut, par exemple, avoir 50% de dits renouvelables, ça va entraîner à court terme, dans les 10 prochaines années, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire comme ça en un claquement de doigts, ça va entraîner de toute façon une production, une consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui vont être en croissance, rien que parce qu'on est en train d'investir sur une infrastructure qui va être gagnante dans le futur. Vous voyez? Mais à court terme, malheureusement, ça ne sera pas la solution miracle. On le sait déjà. Ça va, merci. Je viens de comprendre que M. Fabrice Flippo devrait nous quitter. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre intervention, pour être là entre nous ce soir. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir Fabrice. Au revoir. Je ne sais pas si on devrait encore continuer longtemps. Je vois la loi, par exemple. La loi belge impose 2 ans de garantie. Ça, c'est un élément effectivement important quand je parlais d'aspect législatif pour combattre l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, il faut voir ce qu'on met derrière. Je pense que Fabrice disait, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Elle existe quand même, techniquement ou à travers le logiciel. Et puis, mais c'est surtout une obsolescence esthétique, une obsolescence, créée par le marketing. Enfin voilà, toutes ces obsolescences. Et la garantie, évidemment, donc même si on a le désir de garder un objet, il y a un aspect de garantie, mais il y a un aspect aussi de l'accès aux pièces de rechange. Et il faut savoir qu'au niveau belge, voilà, je n'étais pas le seul, mais on était plusieurs scientifiques à être consultés pour relire un texte de loi qui devrait, j'espère, sortir prochainement, où il est effectivement question d'allonger la durée de garantie, mais aussi et peut-être surtout
d'allonger la durée de disponibilité des pièces de rechange. Ça, c'est une chose. De donner aussi l'accès au plan. Donc, le producteur devrait donner accès au plan pour que des réparateurs puissent effectuer une réparation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, voilà, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Donc oui, il serait important que le législatif, effectivement, impose des règles pour favoriser la réparation, quoi. Ouais. Okay. Il y avait encore une question de monsieur Jean-Pierre Ancard. Donc, même si on a déjà tous les outils sous la main et ainsi de suite, est-ce qu'il y a des parties de comportement qu'on peut faire pour réduire notre impact écologique? Il parle dans quelle mesure ne pas visionner en streaming ou de supprimer des emails ou réduire la quantité et qualité de vidéos qu'on sauvegarde, etc., ou qu'on fait. Comment est-ce que ça peut influencer l'impact écologique du numérique ou d'éthique? C'est clair que quand on parle de données, on ne parle pas nécessairement d'informations. Donc, réduire la quantité de données créées à la base, c'est primordial. Donc, par exemple, quand on voit aujourd'hui qu'on peut regarder, on voit des pubs qui sortent du Wika sur un écran qui fait 10 cm, c'est complètement aberrant. Aberrant, parce que ça n'a aucun sens. Donc oui, effectivement, réduire la définition quand on n'a pas besoin de cette définition. Donc, il y a effacer des emails. Enfin, voilà, il y a plein d'actes, on va dire, individuels qui ne peuvent aller que dans le bon sens. Évidemment, on est dans une situation où on nous vend des objets qui créent une masse de données qui ne se transforment pas nécessairement en informations utiles. Donc, on a un petit peu piégé, on va dire, par les outils qu'on utilise. Donc, vous utilisez un smartphone où on propose de faire des photos de 20 mégas et puis par vous-même, vous devez aller les réduire à 2 mégas, par exemple, ou je ne sais pas, peu importe. Donc, il y a un choix volontaire de l'utilisateur. Donc, on développe au niveau de la microélectronique des objets qui ont des capacités complètement dingues et ces capacités ne sont effectivement pas justifiées, quoi. Et on met la pression sur l'utilisateur, c'est à l'utilisateur de se gérer, quoi. Voilà, c'est un petit peu triste, mais effectivement, l'utilisateur a encore un peu de pouvoir dans ce sens-là. OK, ouais. Parfait. Je vais encore prendre une question et puis on va commencer à clôturer la séance. Donc la question c'est concernant l'éducation à l'impact environnemental d'éthique, auriez-vous des noms, des pistes qui permettraient de s'intéresser au sujet et de dispenser des cours de sensibilisation? Oui, enfin, je veux dire, nous, à l'École polytechnique ici à Louvain, on a un cours qui s'appelle Développement durable et transition, donc voilà, et un matériel qui peut être tout à fait public, qu'on peut partager. Mais sinon, il y a des rapports qui sont très bien faits. Moi, j'ai repris dans mes slides, et je pourrais partager avec ceux qui le veulent, mes slides avec toutes les références que je n'ai pas montrées, évidemment, pendant votre présentation. Mais de Shift Project, ils ont des rapports disponibles. Des rapports publics qui sont, je trouve, très bien faits. Donc voilà, oui, bien sûr, il y a de l'information disponible, que ce soit dans les universités ou dans des think tanks qui produisent comme ça des documents tout à fait lisibles. Pas besoin d'être scientifique ou ingénieur pour comprendre à la lecture les conclusions de ces rapports. Donc ça, c'est des choses que, je ne sais pas, ça vous, comment vous voyez la gestion de la conférence, mais c'est des choses qu'on peut partager, bien sûr. Ok, ça va, merci. Donc, oui, on va clôturer ici. Donc, normalement, en effet, la séance est complètement enregistrée. Les présentateurs peuvent aussi partager leur PowerPoint, mais en tout cas, c'est visible sur l'enregistrement. Donc, pour tout le monde, je pense que c'est très clair que voilà, le numérique nous apporte beaucoup d'avantages, mais il y a une très grande face cachée. Moi,
j'ai trouvé cette soirée très, très intéressante. Donc, merci beaucoup encore une fois à M. Flippo qui n'est plus là, mais aussi à M. Markovic et Raskin pour avoir pris le temps de préparer et de nous parler. Aussi, merci beaucoup à tous les participants pour avoir participé et avoir écouté. Et notamment aussi, merci beaucoup à M. Edwin Zakai et Mme Chloé Alwood pour l'organisation même et aussi, bien sûr, la Fondation Bernheim qui nous soutient pour l'organisation de plusieurs de ce type de conférences sur une année dans le pôle société et environnement. Donc, merci beaucoup à tout le monde et encore une bonne fin de la journée. Merci beaucoup. Merci, Wouter. Salut, à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.